Bien, eh ben, écoutez, je me présente, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de Culture Co. On organise ce webinaire dans le cadre des activités menées par le LUCAS en partenariat avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté ici, on y reviendra tout à l'heure, et dans le cadre du coup d'un accompagnement à l'élaboration d'une stratégie départementale intitulée Culture, public et territoire. Donc on est sur un webinaire national, on a une centaine d'inscrits, ça arrive tranquillement, je crois qu'il y a eu des problèmes dans la transmission du lien d'inscription, donc ça va arriver au fur et à mesure de cette présentation. Donc, on est sur un webinaire qui s'adresse d'une part aux agents du département de Seine-et-Marne. C'est aussi un webinaire qui est ouvert à tous les acteurs qu'on a pu rencontrer sur la route avec le Lucas depuis ces dernières années. Et c'est également ouvert à nos adhérents ainsi qu'à nos partenaires. L'objectif, comme d'habitude, partager un projet et favoriser l'interconnaissance entre les départements et les partenaires de Culture Co. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Finalement, la réponse tient dans une conviction finalement partagée et un défi concret que rencontrent aujourd'hui de nombreuses collectivités départementales. Prenons le cas de la Seine-et-Marne. Le département de la Seine-et-Marne s'est engagé donc depuis plusieurs mois dans une démarche ambitieuse qu'il a intitulée Culture publique et territoire. C'est une initiative qui part finalement d'un constat simple mais déterminant qui est le suivant: les politiques publiques sectorielles atteindraient ou atteignent finalement leurs limites lorsqu'elles fonctionnent en silo, et particulièrement quand il s'agit de répondre aux besoins des publics les plus fragiles. Alors, on a eu une réunion avec le département de Seine-et-Marne il y a quelques semaines de cela, je crois que c'était le 17 septembre, et c'est une réunion qui a révélé des objectifs que je vais remettre un petit peu en introduction parce qu'il nous semble que c'est relativement transversal et que ça traverse les réalités de nombreux départements. Donc des objectifs clairs identifiés, à savoir que les directions et les élus du département en Seine-et-Marne aspirent à construire des parcours culturels lisibles pour tous les Seine-et-Marnais, mais surtout à installer une culture commune, transversale entre les directions. L'autre élément, c'est que le département identifie également des obstacles, manque d'interconnaissance entre les différents services, résistance à intégrer la dimension culturelle perçue souvent comme une charge supplémentaire par les équipes sociales qui sont déjà très sollicitées, ou encore difficulté à mesurer l'impact des actions dites transversales. Alors ces constats sénémarnais résonnent avec les préoccupations de nombreux départements. Comment passer d'une logique d'accès à la culture vers une approche où la culture devient un véritable levier d'accompagnement social? Comment structurer une gouvernance opérationnelle entre les directions qui ont des cultures professionnelles bien différentes, pardon, et comment justifier et pérenniser ces approches dans un contexte budgétaire que nous savons toutes et tous contraint. Cette problématique seine-et-marnaise, elle s'inscrit dans une transformation plus large des politiques territoriales. Partout en France, les départements qui, comme on le sait, sont les chefs de file de l'action sociale, eh bien, ces départements s'interrogent et interrogent les modalités de leurs interventions. Les approches traditionnelles centrées sur l'accompagnement individuel et la gestion finalement des urgences sociales montrent leurs limites face à l'augmentation des besoins, face à la diversification des situations de fragilité d'une part. Et d'autre part, on voit simultanément des politiques culturelles départementales qui cherchent à se renouveler. Au-delà du soutien à la création, au-delà du soutien à la diffusion, elles questionnent leur contribution effective à la cohésion territoriale ou encore à la cohésion sociale. Cette convergence d'interrogations entre le social et le culturel, ça ouvre la voie à des démarches transversales innovantes qui positionnent la culture non plus comme un secteur à part, mais comme un levier transversal au service des politiques de solidarité. Autre élément, c'est la loi NOTRe. Finalement, cette évolution, elle s'inscrit également dans le cadre de ces fameux droits culturels inscrits dans la loi NOTRe, qui invitent à repenser les modalités traditionnelles d'intervention publique pour développer finalement des politiques culturelles plus intégrées, des politiques culturelles plus inclusives. Donc les enjeux sont considérables. Il s'agit bien de démontrer que les politiques culturelles, mais aussi les politiques sportives, les politiques environnementales, constituent des investissements essentiels pour la cohésion sociale, mais aussi pour la cohésion de nos territoires. Alors, on a voulu, pour illustrer cela, donner la parole à un autre adhérent de Culture Co, le département des Bouches-du-Rhône, parce que c'est vraiment précisément pour explorer cette question qu'on a voulu mettre en exergue, notamment le dispositif Ensemble en Provence. Avec Ensemble en Provence, on est face à une démarche qui a été initiée il y a 20 ans environ, qui constitue aujourd'hui une référence en matière de transversalité culture sociale. Ce qui rend cette expérience précieuse, c'est d'abord son ancrage dans le temps. On y reviendra bien sûr, et c'est l'objet du webinaire, mais Ensemble en Provence a su traverser à la fois les alternances politiques, les évolutions organisationnelles, et a su démontrer ainsi sa capacité d'adaptation ou encore de résilience. L'originalité du dispositif tient également dans son approche qu'on va qualifier de systémique. Plutôt que de juxtaposer des actions sectorielles, Ensemble en Provence a développé une architecture
cohérente qui articule à la fois facilitation de l'accès, accompagnement des projets partenariaux ou encore formation des professionnels et bien d'autres choses. On va y revenir juste après. Cette approche offre donc des pistes précieuses pour toute collectivité qui souhaiterait structurer sa propre démarche transversale. Et pour cela, nous avons l'opportunité d'explorer le sujet avec Marion Morel, qui est chef de projet chez Ensemble en Provence, pour Ensemble en Provence notamment, et Evelyne Leroy, qui est chef de projet politique publique transversale au département des Bouches-du-Rhône. Bonjour Marion, bonjour Evelyne. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants pour exposer plus en détail le projet. Donc, ces témoignages, ça va nous permettre de comprendre finalement comment une collectivité peut structurer durablement une politique transverse culture sociale, culture solidarité, ouvrons le champ, et quels enseignements on peut effectivement en tirer pour d'autres territoires. Alors, dans un premier temps, on va se pencher sur la genèse de cette démarche Ensemble en Provence, qui facilite, je le rappelle, l'accès à la culture pour des personnes accompagnées par les politiques de solidarité. Cette première séquence, elle sera donc proposée par Marion. Elle va durer une vingtaine de minutes et elle sera suivie d'un temps d'échange d'une quinzaine de minutes environ. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Puis dans un second temps, Evelyne Leroy nous proposera un focus sur un dispositif qu'elles ont appelé les échappées culturelles. Ces parcours culturels sur mesure conçus notamment pour répondre à des problématiques sociales. On aura à nouveau un temps d'échange et de chat et on clôturera enfin le webinaire par la prise de parole du conseil départemental de Seine-et-Marne. Et je salue la présence pour cela de Véronique Vaux, vice-présidente déléguée à la culture, Hervé Bizeuil, directeur des affaires culturelles, ou encore Christelle Picopino, sous-directrice développement et accompagnement des territoires. Voilà pour ces éléments de présentation. Et sans plus attendre, je vais maintenant vous proposer de découvrir ce dispositif et donner la parole immédiatement à Marion Morel. Marion, bonjour et bienvenue. Alors, on se tutoie dans la vraie vie, donc je vais reprendre le tutoiement si tu m'y autorises. Tu coordonnes aujourd'hui le dispositif qui existe depuis près de 20 ans, Ensemble en Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est devenu Ensemble en Provence aujourd'hui? Et je vais arrêter mon partage d'écran. Je te laisse la parole, Marion. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager aussi mon écran dès maintenant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait, merci. Tu peux y aller. Ok. Bonjour à tout le monde, ravie d'être là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous donner quelques petits éléments de contexte quand même qui nous disent un peu d'où on parle. D'abord sur le territoire des Bouches-du-Rhône pour que vous ayez des éléments de comparaison par rapport à votre territoire. Une population de 2 millions d'habitants qui en fait le troisième département le plus peuplé de France. En termes d'organisation administrative, cependant, une spécificité qui fait qu'on a très peu d'intercommunalité sur notre territoire. Et puis, quelques très rapides points de repère en termes socio-économiques, avec un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale et par ailleurs un territoire très inégalitaire. On voit là sur cet exemple des inégalités de revenus. Donc, c'est de ça qu'on part quand on travaille sur cette démarche de service public. Sur la collectivité départementale elle-même aussi, bah voilà, une collectivité de 8 000 agents avec un budget de 3,1 milliards d'euros. Et puis là, je vous ai dressé l'ensemble de nos ressources internes en matière sociale, culturelle, environnementale. Là encore, pour vous indiquer ce sur quoi on peut s'appuyer comme point de départ pour déployer Ensemble en Provence. Donc, des maisons départementales de la solidarité, des maisons du bel âge, une maison départementale pour les personnes handicapées, une maison des aidants, des pôles d'insertion, une maison départementale de l'adolescent, un centre médico-psychopédagogique. Et puis côté culturel, on a des équipements en direct, en régie directe, un musée dédié à l'archéologie à Arles, un musée de société à Arles, une galerie d'art à Aix, et puis les classiques archives et bibliothèques départementales qui sont basées sur Marseille. Tout ça sur un territoire qui est riche en présence artistique et en lieux culturels, il faut le souligner. Et puis les ressources naturelles, le département est propriétaire de parcs et domaines départementaux avec l'animation d'éco-guides sur place. Voilà un petit peu le cadre. Et effectivement, comme le disait Cédric tout à l'heure, Ensemble en Provence, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture à cinq axes.
Et surtout, moi, la manière dont je le dis pour le résumer, c'est la culture et la nature au service des politiques départementales de la solidarité et au-delà de ça, bien sûr, au service des personnes qui sont accompagnées dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment un dispositif qui s'adosse aux compétences sociales du département. Il intervient non pas à la place d'eux, mais aux côtés des dispositifs plus classiques, comme tu le disais tout à l'heure, Cédric, de soutien au secteur professionnel des arts, de la culture, du patrimoine. Et puis là, vraiment, l'objectif principal qu'on se fixe à travers ce dispositif, c'est favoriser les pratiques culturelles et nature des habitants qui en sont éloignés pour des raisons économiques, sociales, symboliques, de santé, etc. Voilà, ça nous permet un peu de résumer notre action. Des objectifs quand même secondaires que je voulais vous citer qui sont essentiels à la démarche, c'est aussi inciter et aider les acteurs sociaux à s'emparer des projets culturels et environnementaux comme des outils du travail social. Ça, on y reviendra assez régulièrement. Inciter et aider les acteurs de la culture et de l'environnement à aller à la rencontre de nouveaux publics et favoriser bien sûr les liens, l'interconnaissance entre ces différents professionnels. Donc aujourd'hui, on a 5 axes complémentaires, mais qui ont été construits progressivement et pensés pour leur complémentarité. Alors, notre dispositif historique, c'est le premier étage de la fusée, c'est le guide des sorties Ensemble en Provence. L'objectif, c'est de se familiariser avec la culture et la nature. Donc, c'est un outil papier et numérique qui est à destination des professionnels du social. Il recense les sorties, les activités culture, nature de la collectivité, mais aussi aujourd'hui de 70 partenaires associatifs. Des activités, et d'ailleurs pas qu'associatives, partenaires municipaux aussi parfois, des activités qui doivent être gratuites ou à tarif préférentiel et qui sont systématiquement assorties d'un accueil personnalisé, d'une médiation adaptée pour les publics du champ social, médico-social, du handicap. Ça, c'est un dispositif que les professionnels du social peuvent utiliser en toute autonomie, ou bien ils peuvent aussi faire appel au département pour l'organisation et le financement du transport. J'y reviendrai juste un peu après. Donc en fait, on est sur un dispositif assez complet qui permet de lever différents freins, l'accès à l'information, le coût, la mobilité dans certains cas. Et c'est un guide qu'on revoit, qu'on enrichit régulièrement pour proposer un choix le plus varié possible à tous les professionnels sociaux du département. Ensuite, on a je passe du plus ancien au plus récent, les échappées culturelles, c'est notre dernier né, et c'est un programme qui est en expérimentation. Alors, je ne m'y attarde pas trop puisque ça sera vraiment développé par ma collègue Evelyne Leroy ensuite. Juste vous dire que c'est vraiment, il a été pensé en complémentarité du guide des sorties, c'est pour ça que je le présente tout de suite après, parce qu'il vient travailler l'enjeu de la durée à travers un parcours en plusieurs étapes. Et sur cet axe, ce programme, la direction de la culture apporte son ingénierie de projet pour que ce soit vraiment un accompagnement sur mesure du groupe. Voilà, j'en dis pas plus à ce stade. Ensuite, nous avons l'aide au transport. J'ai commencé à en parler. Alors, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi un dispositif assez ancien et qui, évidemment, vient essayer de débloquer le frein de la mobilité qui peut être rencontré fréquemment. L'aide au transport, elle est mobilisable sur les sorties du guide sous condition et pour les échappées culturelles sans condition, là, pour le coup. Pour les sorties du guide, c'est pour des déplacements entre des communes. Il y a plusieurs modalités de véhicules possibles selon la taille des groupes. En tout cas, je signale qu'on a des véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap disponibles et une personne qui travaille à temps plein sur cet aspect-là avec un marché transport qui est dédié. Et dans le cadre du guide en 2024, on a organisé et financé 115 sorties avec transport pour près de 4500 bénéficiaires. Ensuite, l'appel à projet Ensemble en Provence qui, lui, permet d'apporter un soutien financier ciblé qui vise à encourager des projets qui sont conçus à partir des futurs participants, c'est-à-dire en tenant compte de leur situation de vie, de leurs besoins, de leurs envies, enfin en tout cas de leur personne en tant que telle.
et des projets qui ont à cœur de faire en sorte que ces participants soient pleinement acteurs du processus et du projet du début à la fin. Ce sont des projets qui font en sorte que les professionnels du social, de la culture ou de l'environnement collaborent, co-construisent ensemble. On est sur du temps long, hein, quelques semaines, mois, une année, hein, c'est à peu près ça, cette échelle de temps. Et finalement, là, on vient davantage, on n'est pas sur du quantitatif, mais davantage sur du qualitatif, puisque ce sont plutôt des petits groupes qui sont concernés par ces projets, avec un suivi étroit de la durée, je l'ai déjà dit. Et nous, on a aussi comme attention de ne pas trop saupoudrer les moyens financiers. Le département la souhaite dans ce cadre-là au fur et à mesure des années, on a affiné les choses. On souhaite particulièrement soutenir des structures qui s'engagent pour la première fois dans des démarches qui font justement de la culture et de la nature des leviers de l'accompagnement social. En 2025, c'était donc 20 projets retenus qui couvrent vraiment tout le panel des politiques sociales du département. Et puis enfin, alors ça c'était la petite photo appel à projet. Enfin, notre dernier axe, c'est les forums culture sociale. C'est un outil assez ancien aussi maintenant. C'est notre outil de travail en réseau et qui est conçu pour faire se rencontrer les professionnels du social et de la culture. Donc, il y a 2 forums par an co-organisés par le département, mais aussi des partenaires, dont un forum qu'on prend en charge entièrement en termes de logistique et qu'on accueille dans nos locaux. C'est l'occasion de faire des retours d'expérience, des témoignages, de partager de l'information. On a aussi cette partie stand qui nous tient pas mal à cœur parce que c'est vraiment extrêmement opérationnel pour se rencontrer, échanger des contacts et très souvent des ateliers pour favoriser l'interconnaissance, commencer à apprendre à travailler ensemble. Voilà, donc ça c'est Ensemble en Provence aujourd'hui, mais tout ceci c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui remonte à 2007 et qui s'est initié à la demande de la directrice générale cadre de vie de l'époque, qui avait comme enjeu de faire que les grands événements culturels bénéficient à tous et faire se croiser les politiques publiques de sa DGA, donc à l'époque culture, sport, jeunesse, vie associative, quartiers prioritaires, centres sociaux. Il n'y avait pas d'expérience de collaboration antérieure avec la DGA Solidarité. Donc, c'est un groupe de réflexion initiale qui a rassemblé 3 agents, côté culture et quartier prioritaire, qui a d'abord été monté dans cette période d'expérimentation. Et puis, cette démarche que l'on a appelée la plateforme des territoires et des publics prioritaires a eu pour résultat initiaux de mobiliser des habitants bénéficiaires des politiques sociales du département autour de grandes manifestations culturelles, qu'elles soient portées ou fortement soutenues par le département. Donc, on était vraiment sur un point de départ culture et grands événements. Ça a été beaucoup à l'occasion, notamment de la capitale européenne de la culture qui a été accueillie en 2013 sur Marseille et le territoire des Bouches-du-Rhône. La démarche se structure progressivement à partir de 2010 et elle prend l'appellation alors de 13 en partage. On a une équipe projet qui est composée d'agents en poste, de 10 directions et un animateur de projet qui est désigné. C'est à ce moment-là aussi que l'aide au transport des publics se met en place et bénéficie de moyens qui augmentent assez rapidement sur cette période entre 2012 et 2014. Il y a également des outils de communication dédiés qui sont créés, qui apportent plus de visibilité, qui apportent aussi plus de légitimité au dispositif, voilà, qui vraiment apparaît très concrètement au sein de la collectivité, qui est bien identifié. En complément des sorties ponctuelles qui sont alors proposées, l'appel à projet Ensemble en Provence, enfin, 13 en partage à l'époque, pardon, est créé pour aller plus loin dans la durée, pour travailler dans le partenariat avec des associations porteuses de projets. Les forums aussi, culture sociale, se mettent en place, si je ne me trompe pas, dans la foulée de la capitale européenne de la culture et autour de 2015-2016. Voilà, donc comme tout dispositif qui a une certaine expérience, on a des éléments d'évolution et de continuité, hein, différentes phases de vie de cette démarche, des appellations qui ont varié, vous l'avez vu, des portages administratifs différents aussi,
et puis des outils qui ont été testés, des choses qui ont été expérimentées au fil de l'eau. Donc déjà, l'évolution du périmètre, initialement, on part de la culture. Ça reste un pan très important de nos actions, il faut le dire. Ça s'est ouvert progressivement à l'environnement, à certaines périodes au sport, c'est plus le cas aujourd'hui. Au départ, on est vraiment parti de propositions culturelles, par la suite environnementales, d'équipements qui étaient vraiment en régie directe du département. Et puis après, ça s'est ouvert à des propositions de nombreux partenaires associatifs. De la même manière, on a commencé par travailler avec des services sociaux internes et ça s'est ouvert là à toute structure sociale, médico-sociale qui travaille dans le champ des compétences sociales du département. C'est un dispositif qui s'est plutôt pensé, conçu à partir d'une politique de l'accès, accès à une offre existante. Et puis progressivement, les choses sont allées aussi dans le sens d'une politique plus de la participation. Aujourd'hui, les deux coexistent. On a la dynamique de l'offre qui existe à travers le guide des sorties. On est vraiment sur un accès à une offre. Et puis l'appel à projet, pour le coup, lui, il a été clairement positionné, notamment sur cette dernière période, sur la participation. Et enfin, l'appel à projet comme les échappées culturelles sont pensés pour partir de faire avec. Donc, ces deux énergies complémentaires coexistent encore aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce dont on s'est rendu compte aussi en travaillant, en préparant ce webinaire, c'est que les éléments principaux de la démarche sont très rapidement présents, en fait, et que la transversalité, elle est identifiée comme un enjeu dès la première phase de structuration. Je suis pas au bon endroit, je crois. Voilà, excusez-moi. Donc, cette démarche transversale au sein de la collectivité, elle est vraiment, enfin, je pense que le point principal est quelque chose, je pense, qui est évidemment pertinent dans beaucoup de collectivités, c'est le fait qu'on travaille sur un croisement de compétences obligatoires et facultatives. Euh, c'est euh, c'est un positionnement, je pense, qui répond à beaucoup d'enjeux d'actualité. Et en tout cas, la manière dont on pense les choses aujourd'hui, c'est qu'Ensemble en Provence, ça permet d'activer des engagements de la collectivité dans le cadre de ces politiques stratégiques. Donc, c'est vraiment, on pense à partir des enjeux de la DGA Solidarité. Par exemple, tous les bilans qu'on fait, on les pense comme pouvant servir aux directions au service de la DGA Solidarité pour réaliser, prendre en charge, concrétiser leur propre mission. Évidemment, ça vient aussi répondre aux objectifs de la direction de la culture, mais pas que, loin de là. Donc, je l'ai dit, c'est une collaboration aujourd'hui principalement aussi entre culture et environnement en termes de domaine d'intervention. Mais globalement, ce sont 9 directions du département qui travaillent à ce projet commun. Voilà, vous voyez la liste. Je ne vais pas le détailler. Je sais que vous aurez ce document aussi par la suite. Euh, et en termes de positionnement au sein de la collectivité, positionnement transversal, pendant longtemps, le pilotage de ce dispositif était au niveau DGA. Donc, évidemment, ça marquait, ça incarnait pleinement cette posture transversale. Ça a pu évoluer cadre de vie, puis projets transversaux, stratégie et développement du territoire. Mais en tout cas, c'était à cet endroit-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on pourra en discuter de ce que ça, voilà, ce que ça peut faire évoluer dans le positionnement. Je souligne aussi qu'évidemment, c'est une démarche qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de la collectivité. Donc, on vient aussi répondre à des attendus avec Ensemble en Provence à cet endroit-là du développement durable. Et puis, évidemment, il y a aussi un croisement avec les enjeux de l'éducation artistique et culturelle, qui est un chantier que la collectivité a un peu remis en route sur ces derniers mois. Et
et donc, on vient nourrir la réflexion et les actions du département dans ce cadre de l'éducation artistique et culturelle sous l'enjeu éducation artistique et culturelle pour tous tout au long de la vie. Après, sur la dimension en dehors du département, une dimension externe, tous les partenariats, en fait, Ensemble en Provence et fait le lien entre les ressources internes et les partenaires extérieurs du département, entre le secteur social, culturel, environnemental. Donc là, je vous ai remis un petit peu, je ne vais pas le détailler, mais là, un peu les forces en présence en interne, mais aussi la typologie des partenaires extérieurs, hein, alors c'est non exhaustif, mais ça vous donne un peu une idée de la variété des structures qui sont amenées à participer à la démarche Ensemble en Provence. Je vais toujours dans le mauvais sens, pardon. Concernant les moyens, alors depuis 3 ans, c'est la direction de la culture qui est pilote de Ensemble en Provence. Avec environ 4 équivalents temps plein dédiés. Et puis, une équipe projet qui travaille avec 8 agents référents Ensemble en Provence dans 8 autres services et directions. Financièrement, en 2025, le budget de l'appel à projet est élevé à 100 000 euros et le budget de transport à 85 000 euros. Ce sont nos 2 enveloppes dédiées à ce dispositif. Là, si on prend un petit peu de recul par rapport à où on en est aujourd'hui, les éléments facilitateurs qu'on peut essayer de partager avec vous sur cette démarche, évidemment, son ancienneté est un atout. Hein. On a les pierres, les jalons se sont posés au fur et à mesure et on peut s'appuyer sur quelque chose d'assez solide qui a été expérimenté dans différents cadres, comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, un élément plus d'actualité quand même, c'est qu'on a une élue à la culture qui est un soutien et qui est très convaincue de la pertinence de cette démarche. Enfin, à l'échelle du département, enfin, en tout cas d'un département comme le nôtre, je dirais que les moyens financiers mobilisés restent en fait plutôt minoritaires par rapport à l'engagement en termes de moyens humains, de ressources internes. Les moyens humains, donc c'est notre équipe, je vous l'ai dit, 4 TP environ, sont les médiateurs culturels de tous nos équipements culturels, les travailleurs sociaux en interne, avec aussi toutes les ressources internes qui sont mobilisées en termes d'équipements culturels, de communication, etc. Donc finalement, cette composition un petit peu des moyens en présence fait, je pense que c'est un dispositif qui est relativement moins soumis aux aléas budgétaires peut-être que d'autres aujourd'hui. Et puis, dernier élément facilitateur qu'on peut souligner, la convergence des enjeux qu'on partage avec des partenaires dans le cadre d'une démarche de travail en réseau. C'est le cas avec le réseau Vivre Ensemble Marseille, c'est le cas avec l'association Culture du Cœur 13, qui sont nos partenaires notamment pour co-organiser les forums. Et puis enfin, décidément, enfin, ce qu'on peut dire un peu en termes d'enjeux actuels, de défis, alors je ne l'ai pas mis là, je nommais pas la question des moyens financiers, hein, et notamment, nous, on est très attentifs à la préservation des moyens pour les transports. Mais je voulais quand même insister sur d'autres éléments. Perdurer au-delà des personnes, ça veut dire sortir d'une posture de l'engagement personnel, pouvoir faire en sorte que la démarche perdure quand il y a un changement de personne sur un poste, puisque aujourd'hui, c'est organisé dans les personnes qui sont nos interlocuteurs et nos référents dans les différentes directions de la DGA Solidarité sont positionnés à des endroits très différents. Ça, c'est vraiment l'autonomie et la possibilité, les capacités de chaque service et direction qui sont à l'œuvre. Donc, on peut avoir une personne très, qui s'occupe d'actions collectives pour les maisons départementales de la solidarité. Donc là, c'est un interlocuteur vraiment hyper facile, hyper bien identifié, avec qui ça se passe très bien. C'est pas toujours le cas. Parfois, on a des gens qui ont moins de temps à y consacrer. Perdurer au-delà des différences de métier, oui, parce que faire de la culture et de la nature des outils de l'accompagnement social,
c'est autre chose que d'organiser des sorties. Ça nécessite vraiment une très bonne connaissance des contextes métiers des uns et des autres. Continuer à se structurer, à convaincre. Oui, c'est toujours le cas. Malgré l'ancienneté de la démarche, rien n'est jamais complètement acquis. Donc ça reste quelque chose de continu. Un point important, je pense, là, la posture d'écoute vis-à-vis de nos collègues de la DGA Solidarité et vis-à-vis du secteur social de manière générale. Je pense que c'est à la fois un point de départ et puis quelque chose enfin, un préalable et aussi quelque chose à conserver tout au long de ce type de démarche et voilà, d'être dans une forme aussi d'humilité par rapport à ça. Alors, consolider la transversalité, alors qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, le dispositif est rattaché à une direction métier, à la direction de la culture. Évidemment, ça pose des enjeux. Nous, on fait en sorte, enfin voilà, de s'assurer régulièrement que la démarche ait du sens pour toutes les directions de la DGA Solidarité, par des groupes de travail, par une équipe projet, par des réunions avec les directeurs et directrices de chacun de ces directions et services. En tout cas, ça nous demande, je pense, une vigilance accrue. Et puis enfin, gérer l'engagement des autres élus côté compétences sociales. Oui, c'est pas formalisé dans cette phase de la vie du dispositif, en tout cas. Les échanges se font davantage au niveau de l'administration. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et voilà, qu'on se met, voilà, qu'on a comme objectif aujourd'hui et pour la suite. Voilà, j'en avais fini sur cette petite présentation. Ben, merci beaucoup Marion. Merci pour cette présentation très claire. On a du coup trois questions qui sont montées dans le chat. N'hésitez pas à poster. On ouvre un petit temps de discussion à partir de maintenant jusqu'à environ jusque dans les 10 prochaines minutes. Première question qui est apparue, c'est sur la question des modalités de gouvernance mixte. Attends, tu en as parlé un petit peu avec ces histoires de groupe de travail, d'équipe projet. J'aurais envie de reformuler la question comme ça. Comment finalement vous organisez concrètement cette coopération interservice, et on l'a bien entendu depuis la direction de la culture, pour porter ce dispositif en commun? Quelles sont finalement les modalités de gouvernance opérationnelle qui ont été mises en place depuis ces 20 dernières années? Alors, sur les 20 dernières années, un peu plus difficile quand même pour moi de répondre, même si je vous ai donné quelques éléments. Voilà, aujourd'hui, en partant d'un dispositif qui est piloté par la direction de la culture, déjà, c'était de faire en sorte de se rassembler tous pour revoir les fondamentaux et puis vérifier que tout le monde y trouve du sens. C'était ça notre premier enjeu. On a voilà juste réuni tous les services qui étaient précédemment mobilisés dans le cadre voilà de ce qui s'appelait 13 en partage puis Ensemble en Provence. Et vraiment voilà de se dire sincèrement à quoi ça répond pour chacun d'entre nous en termes d'enjeux, de mission, d'intérêt. Qu'est-ce qui a encore du sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui nécessiterait d'être revu? Donc, on a vraiment rebalayé et revu tous nos fondamentaux. On l'a davantage, du coup, on s'est davantage mis dans une position de c'est un outil au service de la DGA Solidarité. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça répond à des enjeux pour la direction de la culture, bien évidemment, mais on le pense d'abord comme ça. Et concrètement, c'est assez simple, hein. En fait, on est vraiment dans quelque chose d'assez opérationnel et qui n'a pas été, en tout cas là, notre période de vie du dispositif, pas pensé avec comité de pilotage à un niveau très élevé, parce que je pense qu'on bénéficiait déjà de toute l'antériorité, du fait de la légitimité de cette démarche. Il n'y avait peut-être pas besoin, en tout cas à ce moment-là, de remettre en place quelque chose de très formel. Donc oui, c'est une équipe projet avec des groupes de travail qui peuvent être mobilisés, par exemple par Evelyne sur certains sujets, par moi sur l'appel à projet, donc avec des configurations multiples. On essaye évidemment, on est chargé, on a du temps de travail pour ça, à dédier Ensemble en France, de prendre en charge le maximum de choses pour solliciter et impliquer nos collègues lorsque c'est vraiment eux, ils ont leur plus-value.
Pour un exemple, pour l'appel à projet, évidemment, moi, je fais en sorte, je les sollicite pour qu'on suive les projets ensemble, qu'on se déplace ensemble. C'est pas toujours possible. En tout cas, c'est systématiquement proposé. Je leur fais de retour. On partage les bilans ensemble. Voilà, ça, c'est évidemment, c'est un peu à géométrie variable selon les disponibilités et les urgences de chacun. Mais les outils sont complètement partagés, les documents sont partagés. Et puis, que dire d'autre? Est-ce que Evelyne, tu veux compléter là-dessus? C'est très complet. Ouais, voilà, donc c'est vraiment plutôt dans l'opérationnel et ouais, je dirais se mettre au service d'eux au niveau technicien, puisque la démarche elle est déjà bien ancrée. Ok, merci Marion pour ces éléments de réponse. L'autre question va tout à fait référence à l'appel à projet. Il y avait une question qui aurait voulu, enfin, quelqu'un qui aurait voulu en savoir plus sur ces appels à projet. Qu'est-ce qu'on met, quel est le contenu finalement de ces appels à projet? Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus? Oui, alors l'appel à projet, donc ça vise à soutenir des projets co-construits entre secteurs, des professionnels, des structures sociales et des structures du secteur de l'environnement ou de la culture qui vont finalement avoir tout un temps de travail préalable très important qui est de s'interroger sur partir des participants. Donc ça peut prendre différents modes. Ça peut être partir d'un diagnostic social, ça peut être vraiment de partir des personnes en les interrogeant quand on a un groupe identifié, par exemple. En tout cas, c'est d'essayer de faire cette expérience de qu'est-ce que c'est de travailler de cette manière-là, qui peut être, évidemment, il y a des structures qui ont l'habitude de faire ça, mais beaucoup qui ne le font pas. Donc, on essaye d'encourager cette manière de travailler en faisant avec et en faisant à partir d'eux. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, comme c'est un appel à projet qui a eu lui aussi plein d'expériences, qui a testé des choses sur des thèmes, sur voilà. Aujourd'hui, c'est plus l'idée de se dire, essayons de soutenir, d'être le coup de pouce qui permet à des structures qui ne se sont pas encore appropriées la culture ou la nature comme un outil du travail social, bah, d'y aller, de s'y confronter et voilà, de s'y frotter à travers ce type de projet. Une fois que j'ai dit ça, ça peut recouvrir des projets extrêmement différents. Voilà, c'est un peu le socle commun. La durée, j'en ai un petit peu parlé, hein, évidemment, on n'est pas sur du one shot. Mais après, peut-être que des enfants euh, qui vivent dans une maison d'enfants à caractère social, eh ben, le projet, il y aura besoin de le faire sur un temps resserré parce que ça se justifie, parce que voilà, c'est ça qui est pertinent pour eux, donc ça sera sur un temps resserré. Sinon, on est plutôt sur quelque chose qui quand même se déploie à l'échelle de plusieurs mois ou d'une année. Mais voilà, je peux vous donner un exemple. Par exemple, l'Orchestre des Colibris qui s'est monté avec des enfants malentendants appareillés, sourds ou malentendants appareillés, pour apprendre à jouer d'un instrument en même temps que des enfants entendants et accompagnés par des musiciens professionnels. Par exemple, cette démarche-là, ils ont travaillé aussi avec l'Institut régional des sourds. Voilà, ça, sur un travail évidemment au long cours. Vous imaginez plutôt petit groupe, hein, parce que on peut pas mettre en place ce genre de dispositif sur quelque chose de massif. Voilà, juste un exemple. Eh ben, du coup, tu me donnes une perche incroyable, puisqu'il y avait une question justement du département de l'Isère qui nous interrogeait sur le lien éventuel avec les établissements, les structures d'enseignement artistique, voire avec peut-être le schéma départemental. Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a un dans les Bouches-du-Rhône, mais est-ce que ce sont des partenaires d'Ensemble en Provence aujourd'hui, les structures d'enseignement artistique? Alors, je dirais, pas en premier rang, puisque vraiment, l'idée, c'est les structures sociales, mais effectivement, comme dans l'exemple que j'ai donné, oui, là, c'était le Conservatoire de Marseille qui était à la manœuvre derrière, hein, les musiciens professionnels, l'animation de cet orchestre, c'est parti aussi de ce partenaire.
Je dirais qu'on le lien avec les enseignements artistiques, il n'est pas pensé là de manière, déjà pas de manière systématique. Il va peut-être effectivement davantage être dans notre actualité puisqu'on est en train de mettre en œuvre un nouveau ou presque premier schéma départemental des enseignements artistiques parce que voilà, ça c'est un peu aussi une caractéristique du département, un schéma qui n'était pas réellement, enfin qui était plutôt un état des lieux qu'un schéma. En tout cas, évidemment, les connexions EAC enseignement artistique, je pense elles vont venir se travailler de plus en plus à l'avenir. Ouais. Ok. Merci. Et peut-être dernière question avant de passer à la suite. On avait une demande de précision de Cécile Galland du département de Seine-et-Marne sur le montage financier. On a vu hein, que vous profitez vraiment des établissements culturels départementaux en régie directe pour organiser un maximum de la connexion, notamment bah voilà, culture sociale. Mais aussi, il y a ce volet de l'appel à projet. Finalement, quel est l'engagement financier du département? Il y a cette enveloppe de 100 000 euros, mais est-ce qu'on attend des cofinancements d'autres partenaires? Enfin, dans la mécanique budgétaire, comment ça s'organise, toute cette proposition? Bah oui, effectivement, là, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est assis sur une assez petite enveloppe financière en tant que telle. Enfin, ce que je disais, hein, à l'échelle du budget de la direction de la culture, par exemple. Qui est, moi, je trouve finalement une force, puisqu'on a développé et on s'appuie énormément sur ressources humaines, équipements existants, et puis du temps de travail. En revanche, le vrai luxe, je pense, qu'on a et la vraie richesse, c'est d'avoir une équipe dédiée à ça et qui est voilà qui peut se consacrer complètement à ce dispositif, du coup décharger aussi ou venir le maximum en appui des services sociaux qui ont bien évidemment beaucoup moins de temps à consacrer à ça. Voilà, donc ce qui est du périmètre, ce que nous, on doit défendre pour Ensemble en Provence à l'échelle de la direction de la culture, c'est ce budget effectivement de l'appel à projet. 100 000 euros aujourd'hui. 2026, par exemple, je n'ai pas l'information pour l'instant. Le marché des transports qui a été revu, qui est désormais un marché mutualisé entre plusieurs directions, donc pas simple, et qui est vraiment, je dirais, limite notre inquiétude, notre vigilance principale en termes de budget. Parce que là, sans l'aide au transport, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent plus, en tout cas de cette manière-là. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'autres sources de financement. Après, c'est des ressources internes qu'il faudrait valoriser. Voilà, donc je n'ai pas la valorisation. Dans le cadre de l'appel à projet, bien évidemment, les projets peuvent être cofinancés par d'autres partenaires. Je dois dire qu'aussi, on est dans une démarche de regarder s'il y a des partenaires mécènes qui pourraient aussi venir euh, nous permettre de développer certaines choses, tester, aller plus loin à certains endroits. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore opérationnel pour l'instant. Merci Marion. Ça ouvre du coup peut-être des questions vers le deuxième intitulé de ton poste, puisque tu es en charge notamment du mécénat pour le département des Bouches-du-Rhône, mais peut-être on y reviendra un peu plus tard. Alors, sans plus attendre, je pense qu'on va passer à la deuxième partie du webinaire et laisser la parole à Evelyne Leroy, hein, du coup, chef de projet sur les politiques publiques transversales. Quelle joie de lire un intitulé de poste comme celui-ci, Evelyne, hein, j'ai envie de dire un poste des temps modernes. On va te laisser la parole, Evelyne, et puis je crois que le principe, c'est de rentrer dans un projet concret, du coup, qui est celui des échappées culturelles, qui est un projet que tu portes du haut d'une double spécificité, puisque tu as un parcours d'ancienne directrice de MDS, si ma mémoire est bonne. Il y a eu tout un cheminement depuis. Aujourd'hui, tu travailles à la direction de la culture. Voilà, donc je te laisse la parole, Evelyne, et partager cette expérience qui est la tienne. Merci Cédric. Bonjour à tous. Eh bien, j'ai envie d'entamer mon exposé en rebondissant sur la conclusion de Marion lors de son exposé. Marion a pointé que Ensemble en Provence, ce dispositif était au service des politiques de solidarité
Et c'est bien ce qui a animé notre parcours de réflexion concernant l'échappée culturelle. L'échappée culturelle, elle est en cours d'expérimentation au sein de la direction de la culture du département des Bouches-du-Rhône. Elle a été conçue comme un parcours d'initiation à l'art visant à faire de la culture un levier d'accompagnement social. Alors, ce parcours, on l'a voulu se décliner sous deux formats. Un premier format qui est celui un peu plus traditionnel d'un parcours d'initiation à l'art, à l'éducation artistique, au travers de nos 5 établissements culturels et auprès d'un de nos partenaires culturels. Il s'agit là d'une étape spectacle. Nos 5 établissements culturels, peut-être qu'il faut les présenter dans un premier temps. Donc, on a le département a 2 musées à Arles. Le musée départemental Arles Antique, on a appelé cette étape l'étape antique. Un musée qui est dédié à la culture provençale, qui est le Muséon Arlatan. Nous avons par ailleurs une galerie d'art à Aix-en-Provence. Et puis, les archives et bibliothèques départementales qui sont regroupées au sein d'un même établissement. On a décliné l'étape au sein des archives, l'étape histoire et bien entendu l'étape bibliothèque, l'étape lecture. Voilà. Concernant l'étape spectacle, nous avons 2 grands partenaires pour cette étape, mais on est en projet pour élargir notre offre. Mais nos 2 grands partenaires dans le cadre des billetteries solidaires sont le Festival international de la Roque d'Enterron, de piano de la Roque d'Enterron, et le Festival Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Voilà, donc là, on est sur un parcours très classique au travers de ces 6 étapes dédiées à l'art. L'échappée culturelle, c'est avant tout, et c'est là, je dirais, notre parcours majeur qu'on a appelé le projet sur mesure. Et aujourd'hui, c'est celui qu'on développe le plus et sur lequel on est le plus sollicité. C'est un parcours qui est pensé en totale adéquation avec le projet d'accompagnement social du partenaire, c'est-à-dire que nous travaillons à partir d'une problématique sociale repérée par le ou les travailleurs sociaux et des besoins de leur public. Donc, les problématiques peuvent être très, très diverses, bien entendu. Elles vont de la question de l'isolement social, de travailler l'estime de soi, de soutenir la parentalité. Voilà sur cette action échappée culturelle. Je vous propose dans cet exposé donc de décrypter aussi les éléments qui ont été facilitateurs pour mettre en place cette action. Et puis, je terminerai sur la présentation d'une échappée culturelle, de ses impacts. Alors, comment nous avons travaillé pour mettre en place cette action échappée culturelle? Mais comme Marion l'a beaucoup détaillé dans toute la présentation d'Ensemble en Provence, nous travaillons depuis de nombreuses années très en lien avec la Direction générale adjointe des solidarités et nous avons mis en place avec les solidarités une méthodologie de travail pour développer ce parcours d'action culturelle. Nous commençons, lors des premiers contacts avec les travailleurs sociaux, à réfléchir à quel est leur projet d'action sociale, quels sont les besoins repérés pour leur public. Nous souhaitons avec eux mettre à plat en fait ce projet, l'écrire préalablement, ce qui nous permet de travailler plus finement chacune des étapes au travers des établissements culturels qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous les préparons. Donc, ils imaginent des projets en lien avec leurs problématiques, en lien avec les besoins des publics, et puis nous concevons avec eux les projets.
Concevoir les projets, c'est travailler aussi en lien avec les médiateurs culturels des établissements, avec lesquels nous avons travaillé en amont cette démarche, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la direction centrale de la culture qui a travaillé cette action, nous l'avons travaillé très très en amont, tant avec nos interlocuteurs de la DGS qu'avec les médiateurs, qu'avec nos établissements. Puisque l'idée des échappées, c'est de concevoir des médiations culturelles qui soient en adéquation avec une problématique sociale repérée avec des besoins des publics. Ça se traduit comment? Ça se traduit après l'élaboration d'un projet social, socio-culturel, par le fait que chaque action d'échappée culturelle est travaillée en binôme. Je pilote toutes les étapes des parcours, je pilote l'action globalement, je suis le coordonnateur de l'action et je travaille pour chacune des étapes à la préparer en amont avec les travailleurs sociaux et les médiateurs. C'est-à-dire qu'à partir des problématiques et des besoins des publics, nous travaillons l'angle qui sera abordé, l'angle de visite, l'angle de médiation culturelle qui sera proposé à chacun des groupes. Après chaque étape, nous élaborons un bilan, c'est-à-dire qu'à nouveau, nous nous réunissons, travailleurs sociaux, médiateurs, pour faire un premier bilan de l'étape, premier bilan qui nous permet aussi de commencer à poser les bases des éléments d'évaluation. Nous sommes, comme je l'ai dit, en expérimentation sur les échappées culturelles et nous n'avons pas encore construit totalement notre outil d'évaluation. Et en fait, c'est notre expérimentation qui nous permet de poser les bases de l'évaluation après chacune des étapes. Voilà. Et donc cette méthodologie de travail se traduit tout au long du parcours, c'est-à-dire une étape de préparation, une étape de bilan et la construction des éléments d'évaluation qui constitueront un bilan d'évaluation de l'action. Peut-être maintenant rentrer concrètement sur les éléments qu'on a repérés comme ayant facilité la mise en œuvre de cette action, de ces parcours. Alors, c'est vrai que mon profil de poste, Cédric l'a un peu exprimé, ça va sembler important de revenir sur quel était mon profil. Je suis travailleur social de formation. J'ai travaillé pendant 30 ans au sein des politiques publiques de solidarité, dans des postes de terrain, dans des postes de direction, dans des postes de chargé de mission, et quasiment sur l'ensemble des missions d'une DGA des solidarités. Ce qui, je dirais, me permet d'avoir une extrêmement bonne connaissance du travail social, de la méthodologie d'accompagnement des publics, une bonne connaissance des missions, une bonne connaissance du partenariat et puis aussi un réseau assez important constitué au fil des années. Ce réseau, il est bien sûr essentiel. Alors, il y a déjà le réseau construit, la connaissance au sein de la DGS, c'est-à-dire que quand nous avons commencé à engager ce travail de réflexion, de collaboration avec la Direction générale adjointe des solidarités, eh bien, le DGAS, la DGAS de l'époque, me connaissait bien puisque nous avons travaillé 15 ans ensemble sur différentes missions. Je dirais que cette étape a probablement été facilitatrice pour assez rapidement engager le travail de réflexion, le travail de transversalité entre la DGA cadre de vie, la DGAS, la direction de la culture et les différentes directions de la DGA des solidarités. Rapidement, la DGAS a nommé un référent
qui a été mon interlocutrice pour commencer à construire, je dirais, ce travail concerté, puisque nous n'avions pas encore totalement abouti l'échappée culturelle et il nous fallait la co-construire avec la DGAS. Un référent a été nommé au sein de l'ADITAS. Chez nous, l'ADITAS, c'est la direction qui pilote l'ensemble des maisons départementales des solidarités, c'est-à-dire l'action sociale de terrain, qui regroupe pour le département des Bouches-du-Rhône tout à la fois l'action sociale, prévention sociale, l'enfance-famille, les missions de protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que les missions de PMI et santé publique. Nous avons donc commencé à co-construire et à avancer effectivement sur ce projet. Et il nous a semblé intéressant on a de suite pensé à la manière dont on pouvait former les professionnels, d'une part, à la méthodologie d'action collective. Les professionnels des maisons départementales des solidarités n'étaient pas encore bien formés sur l'action collective, donc il a paru déjà important de réunir les professionnels pour avoir cette première approche de l'action collective de terrain. Quelle méthodologie pour développer une action collective? Et puis, dans un second temps, nous avons proposé une échappée culturelle test aux professionnels de MDS. C'est-à-dire que nous avons conçu un projet et nous avons fait toutes les étapes de nos différents établissements culturels avec un groupe projet de professionnels de MDS, composé tant de professionnels de cohésion sociale que de professionnels de protection de l'enfance, ainsi que de professionnels de terrain et de cadres. Voilà, et nous avons sillonné les différents établissements et mis en situation les professionnels sur des médiations culturelles avec chacun de nos médiateurs qui, pour eux aussi, ont pu mieux appréhender le travail social puisqu'il s'agissait bien de développer la transversalité, pas seulement dans le sens du travail social vers la culture, mais aussi de la culture vers le travail social. Et les médiateurs ont été très intéressés par tous les échanges que nous avons eus au terme de chacune des étapes d'échappée culturelle, puisque après chaque médiation, chaque journée de médiation, nous terminions par un temps d'échange professionnel du social et médiateur, afin d'aller vers une meilleure connaissance respective des métiers de chacun et de l'appréhension, de la manière de construire effectivement des étapes d'échappée culturelle qui soient adaptées à des problématiques sociales. Donc voilà un petit peu les éléments qui nous ont paru facilitateurs. Alors, je suis en parallèle en charge de l'animation d'un groupe de travail auprès de chacun des médiateurs. Ce groupe de travail ayant pour objet d'élargir les publics de la culture. Et c'est bien aussi cet engagement et cette orientation forte de la direction de la culture qui était aussi très fortement portée par notre élu délégué à la culture, qui a aussi permis de mettre en place cette action d'échappée culturelle, avec ce portage très fort au niveau de notre élu délégué. Voilà. Il y a eu une étape aussi majeure au niveau de la culture, ça a été d'inscrire cette action dans ce qui est au niveau de la collectivité, les états généraux de la Provence. C'est-à-dire, c'est une consultation régulière et il y a eu une seconde consultation il y a à peu près 18 mois, 2 ans, de la population sur quelles étaient leurs attentes globales envers la collectivité. Et c'est vrai que toutes ces questions, je dirais, sociales, culture, ont été des questions qui ont été traversées pendant toute la démarche d'états généraux de la Provence. Ça nous a donc permis d'inscrire l'échappée culturelle dans les états généraux de la Provence et donc d'asseoir réellement
au niveau de je dirais, de la collectivité, de l'institution, cette action, et pas seulement au niveau de notre direction culture, mais de l'asseoir en transversalité dans le cadre de ces états généraux de la Provence. Euh, voilà. Par ailleurs, pour faire le volet social, la direction des territoires des MDS a souhaité aussi euh, renforcer et appuyer cette méthodologie d'action collective en diffusant une note spécifique sur l'action collective destinée aux travailleurs sociaux des MDS, des maisons départementales des solidarités, qui est une note qui reprenait tout à la fois la méthodologie, mais en même temps citait en référence toute la démarche Ensemble en Provence comme un outil, je dirais, majeur à utiliser dans le cadre des actions collectives de terrain développées par les maisons départementales des solidarités. Donc, je dirais, tous ces champs-là ont vraiment contribué, je dirais, pour nous, à asseoir la dynamique de nos échappées culturelles, bien qu'en expérimentation, mais à nous donner une vraie légitimité dans l'action et dans tout notre tissage avec la DGAS. Bien sûr, les échappées culturelles ne sont pas seulement réservées en interne à la Direction générale des solidarités, mais nous l'ouvrons aussi à nos partenaires sociaux et médico-sociaux. Nous avons d'ailleurs en ce moment une échappée culturelle qui est mise en œuvre avec un foyer d'accueil médicalisé qui accueille des adultes en situation de handicap et spécifiquement présentant des troubles autistiques. Voilà, donc la démarche est largement ouverte. En termes d'éléments facilitateurs, je crois que j'ai un petit peu décliné. Et puis, bien sûr, parce que la démarche, on s'est rendu compte tout au long de notre élaboration d'action que beaucoup de questions se posaient et qu'il y avait besoin d'écrire sur la démarche et pas seulement d'être sur l'oral. Et écrire très concrètement la manière d'actionner l'échappée culturelle. Donc, il nous a paru très rapidement évident qu'il fallait faire un petit support de communication, qui n'est pas vraiment le support de communication largement diffusé, mais qui est le support méthodologique de l'action échappée culturelle. Quand nous l'avons écrit, réalisé, avec la présentation de chacun de nos établissements et la présentation d'idées, je dirais, de médiation culturelle, le travail avec notre direction de la communication, direction com, presse, événements, eh bien, nous avons eu la surprise de bénéficier d'un édito de notre présidente qui a renforcé je dirais, eh bien, cette action aussi et lui apportant vraiment une assise très importante, en tout cas plutôt importante pour nous à cette étape d'expérimentation. Donc, nous avons à ce jour, on le diffusera, un petit guide, je le présente là comme ça, voilà, qui présente toute la méthodologie d'échappée culturelle avec un édito de notre présidente. Là, Marion nous a mis sur le témoignage des professionnels, ses premiers témoignages. Fabrice, qui est chargé de mission à la direction de l'enfance, je vous laisse lire. Je vais pas, je vous laisse lire ce témoignage assez intéressant de la direction enfance-famille avec laquelle nous avons travaillé. C'est la première échappée culturelle que nous avons mis en œuvre. Alors, elle s'est mise en œuvre dans quel contexte ? Cette échappée culturelle, elle a été déployée auprès des jeunes du Conseil des jeunes de la protection de l'enfance, c'est-à-dire les jeunes qui sont les représentants des enfants, des jeunes accueillis au sein des services de l'aide sociale à l'enfance. C'est une instance qui fonctionne au niveau de notre collectivité, de notre institution. Il y a 2 collèges, un collège des 9-13 ans et un collège des 14-18 ans.
Et nos collègues de la direction enfance et famille nous ont sollicité il y a maintenant presque 2 ans en disant, ben voilà, lors des assemblées de notre Conseil des jeunes de la protection de l'enfance, la question de que fait l'institution, la collectivité dans le champ des loisirs, de la culture, de l'environnement a été posée. Et nos collègues souhaitaient que nous intervenions lors d'une réunion de l'Assemblée de ces jeunes. Et naturellement, parce qu'on était en pleine construction de nos échappées culturelles, il nous a semblé intéressant de se lancer et de proposer une échappée culturelle qui soit l'échappée culturelle qui présente eh bien ce qu'est une direction de la culture, ce qu'on fait dans des établissements de la culture, quelles sont les missions de chacun des établissements, quels sont les métiers aussi des établissements. Et c'est comme ça que nous avons conçu un parcours d'échappée culturelle pour les jeunes. Fabrice témoigne un petit peu de ce que ça a pu apporter à chacun des jeunes. Et ça a été pour eux, pour chacun d'entre eux, une très belle expérience. Alors, chacun d'entre eux, pour les jeunes, et aussi pour tous leurs accompagnants, puisque nous avions, chaque, bien sûr, enfant et ou jeune était accompagné soit de leur éducateur lorsqu'ils étaient accueillis en MEX, soit de leur assistant familial lorsqu'ils étaient accueillis en famille d'accueil. Et bien sûr, l'échappée culturelle s'est réalisée avec leurs accompagnants, ce qui a permis aussi de sensibiliser très largement la direction enfance-famille et ses établissements, ces lieux d'accueil à nos missions culturelles. Et je sais que certains ont déjà poursuivi en dehors de cette action eh bien des visites culturelles en autonomie. Et je dirais que c'est l'objectif final, c'est d'être des passeurs et après, eh bien, que chacun puisse de manière autonome construire ses parcours. On a aussi le témoignage de Barthélémy, médiateur à la Galerie du 21 bis, et de Laurent aux archives. À ce jour, nous avons 5 échappées culturelles en cours. Ces échappées culturelles, elles sont encore majoritairement en direction de la DGAS. Je dirais que nous n'avons pas encore peut-être suffisamment communiqué en direction de nos partenaires, mais bien sûr, c'est un grand objectif qu'on se fixe là lors de nos forums. De présenter lors des assemblées plénières l'action d'échappée culturelle à l'ensemble de nos partenaires culturels et sociaux qui viennent assez nombreux lors de ces forums. Donc, c'est un travail, bien sûr, qu'on va faire maintenant sur du long cours. Et puis, voilà, donc oui, pour en revenir à ces enjeux de communication sur l'action, bien sûr, on est encore sur la question du portage institutionnel. C'est vrai que cette action, elle s'est beaucoup construite, bien sûr, avec toutes les validations, puisque vous l'avez compris, avec un élu qui, d'une part, portait très fortement la question de l'élargissement des publics et des publics des solidarités. Ça, c'était très fort parce que c'est à son initiative que nous avons piloté, que j'ai été en charge du pilotage d'un groupe de travail développement des publics et puis d'un portage, bien sûr, au niveau des directions. Mais ce travail fait, qui est un travail de terrain, on souhaiterait maintenant qu'il s'inscrive encore plus fortement au niveau direction et direction générale. Et pourquoi pas le voir un jour inscrit dans les schémas départementaux de chacune des directions de la solidarité. On pourrait penser que la direction enfance-famille, à terme, inscrive une action comme celle des échappées culturelles comme un moyen, effectivement, d'action en direction de ces publics, de la même manière pour la DITAS. Voilà. Et je dirais que c'est tout ça qu'on est aussi en train de la poursuite de nos réflexions, elle est dans cette direction-là aussi, de ne pas perdre, puisque Marion l'a posé tout à l'heure, cette démarche, c'est vrai qu'elle tient, on le sent nous beaucoup sur
sur les personnes, leur engagement, sur les métiers. Pour nos médiateurs, de la même manière, on a la chance aujourd'hui d'avoir des médiateurs très impliqués, qui ont bien perçu effectivement cette dynamique culture sociale, qu'il apporte, que ça intéresse énormément, mais on souhaiterait aller vers une inscription de cette méthodologie de travail, de ce travail en transversalité dans les documents qui structurent les différentes missions de la collectivité, qu'elles soient de la culture ou du social. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation détaillée. Alors là, j'ai deux commentaires dans le chat que je vais essayer de porter. Je vais essayer de le formuler ainsi. Pour l'instant, les échappées culturelles, ça se construit principalement à partir des propositions des établissements culturels départementaux. Et on voit que la dernière étape s'est ouverte avec l'un des partenaires, deux des partenaires principaux de la direction de la culture en matière d'action culturelle. Euh, Est-ce que c'est un choix stratégique? Ça part de cette expérience en conseil des jeunes que tu évoquais tout à l'heure, justement, c'est cette idée-là, et quelles sont les perspectives d'ouverture à terme? Alors, ça partait bien sûr de tout le travail que nous avons fait en interne dans ce groupe de travail, mais surtout l'action collective, l'action échappée culturelle, elle s'ancre réellement sur un travail très fin entre travailleur social et médiateur culturel. C'est tout ce travail qui a été fait en amont avec nos médiateurs, c'est-à-dire les professionnels de notre direction. Donc, je dirais que nous avons été autorisés d'une certaine manière par notre direction à travailler et par les directeurs d'établissement, bien sûr, qui ont été sollicités sur cette question-là et qui ont validé tout à la fois la mise en place du groupe de travail et cette direction d'action concrète menée par les médiateurs. Et l'action échappée culturelle, elle repose vraiment sur comment j'adapte ma médiation culturelle à une problématique et à des besoins des professionnels. C'est-à-dire, par exemple, pour citer un exemple, Élise, une des médiatrices du musée départemental Arlantique, m'a dit un jour, ben voilà, Evelyne, le groupe là pour lequel nous avions travaillé, eh bien, je l'ai accueilli. J'avais bien sûr préparé ma médiation culturelle, mais il s'avère qu'à un moment donné, arrêté devant une sculpture, un nu, beaucoup de questions ont émergé. C'était des jeunes sur la question, eh bien, de l'identité, des sexualités, de la transidentité, enfin plein de questions sur ça. Et Élise me dit, eh bien j'ai stoppé le parcours que j'avais projeté et on a fait tout notre temps de médiation devant cette sculpture. Voilà, ça je ne sais pas à ce jour si nous pourrions le faire dans d'autres établissements, dans nos établissements partenaires. On n'en est pas encore là en tout cas, mais pourquoi pas, bien sûr. Mais ça suppose d'avoir beaucoup travaillé en amont et puis d'être autorisé en fait à s'arrêter et à travailler des questions qui ne sont pas effectivement dans le bagage, je dirais, des médiateurs culturels. Merci Evelyne pour ces éléments de réponse, hein. L'autre question qui se posait, mais alors peut-être ça m'a échappé, mais c'est sur la dimension plutôt RH, hein. On a vu qu'aujourd'hui la démarche elle est pilotée depuis la direction de la culture et qu'elle c'est une direction qui se met à l'écoute des autres services, des autres directions, notamment de la DGAS. Et justement, côté DGAS, est-ce qu'il y a un référent culture identifié là aujourd'hui avec lequel ou laquelle vous travaillez en termes d'équivalent temps plein, ça correspondra à quoi? Enfin, est-ce que vous avez des interlocuteurs identifiés dans les autres services? Formellement. Ils mettent du temps Alors, sur le système. à ce jour, on dirait que nos interlocuteurs vont être les référents de la démarche Ensemble en Provence. Des référents que nous avons auprès de chacune des directions, qui sont nos référents Ensemble en Provence, Ok. Et qui ont qui du sont temps. nos interlocuteurs pour les échappées culturelles. Mais il est vrai que là, dans cette phase d'expérimentation, clairement, nous avons essentiellement travaillé avec la direction enfance-famille et avec la DITAX, les MDS. Ok.
Très bien. Peut-être. Peut-être ce que je peux ajouter en termes de RH pour la direction de la culture et que je n'ai pas peut-être pas suffisamment développé, c'est ce qui nous a paru aussi très important quand on a commencé toutes nos réflexions sur cette action qui s'inscrit vraiment dans le projet, dans le long cours, et de la connaissance des problématiques du social et des enjeux du social. Et je dirais, on sait que les travailleurs sociaux sont extrêmement sollicités sur leur mission première, leur mission obligatoire. Ça, c'était une première chose qu'on avait aussi perçu que dans tout le champ du travail social, il y avait quelque chose de perceptible d'une perte de sens et qu'on se disait que cet outil culture pouvait peut-être contribuer à remettre du sens dans des méthodologies d'accompagnement des publics. Alors, en termes de RH, je coordonne l'action échappée culturelle et on se veut être des facilitateurs de toute la démarche projet, c'est-à-dire que nous, au niveau de l'équipe, j'organise eh bien toutes les réunions bilan. C'est moi qui fais les inscriptions pour les médiations culturelles, qui travaille avec les médiateurs. C'est une de mes collègues qui fait les réservations de transport. On essaie de proposer une action totalement clé en main qui soit vraiment le plus facilitateur pour les professionnels du social dont on sait que le temps manque pour développer du collectif et puis s'approprier des démarches comme celle-ci. Très bien. Merci, hein, merci Evelyne pour cette présentation exhaustive, détaillée. On va du coup maintenant se diriger vers la. Alors, il y a une petite dernière question, j'allais dire vers la fin, mais est-ce que le budget transport est inclus dans les 100 000 euros du dispositif Marion rapidement? Est-ce que tu peux nous donner Non, c'est en plus, c'est 85 000 euros en plus via un marché transport. Très bien, merci. Voilà, comme ça, la promesse est tenue. On a pris les questions qui sont montées dans le chat. Je vais me tourner maintenant. Alors, merci à toutes les deux, hein. Restez avec nous, évidemment. Et puis, on va du coup donner la parole maintenant au conseil départemental de Seine-et-Marne. Donc, principalement, du coup, à Hervé Bizeuil, directeur des affaires culturelles, Véronique Vaux, VP culture du département, mais aussi Christelle Picot-Pinot, qui est sous-directrice au développement et à l'accompagnement des territoires. Tous les trois, enfin Hervé peut-être, puisqu'on est convenu de cet ordre-là, qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette intervention pour votre territoire et vis-à-vis de cette démarche culture publique et territoire que vous êtes en train de lancer? Bon, alors pour nous, cette intervention, évidemment, elle nous motive énormément. Et en même temps, elle nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas engagé quelque chose de structuré, de volontariste plus tôt? Parce que on voit que les départements, et là, en l'occurrence là, les Bouches-du-Rhône, ont une antériorité et nous donnent à lire une maturité en matière de conduite transversale des politiques publiques qui est assez impressionnant. Donc ça nous motive énormément et ça nous donne évidemment des pistes. En Seine-et-Marne, on ne part pas de rien, c'est-à-dire que on a déjà pas mal d'expérience en matière de croisement des politiques publiques, notamment en culture sociale. On a expérimenté pas mal de choses depuis pas mal d'années, mais ce dont on se rend compte, c'est que on est beaucoup dans du coup par coup. On saisit des opportunités, on répond parfois à des commandes, et finalement, même si ce qu'on réalise est toujours intéressant et a du sens et porte des fruits, on ne capitalise pas et on ne donne pas à lire une dynamique cohérente et pérenne. Et ça, c'est évidemment l'écueil de cette posture qui consiste à travailler sur du coup par coup. Et ce qui est intéressant dans l'expérience des Bouches-du-Rhône, c'est qu'on voit qu'on a une démarche construite qui capitalise, qui se structure avec le temps, qui prend appui sur les différentes expériences qui sont conduites et qui, telles que vous nous l'avez décrite
toutes les deux, et merci beaucoup pour ces témoignages, nous montrent que voilà, on peut vraiment faire un travail structuré avec des dispositifs, des process, des temps de rencontre, tout ce qui permet finalement de structurer une action et de lui donner toutes les chances de se développer dans le temps. Alors nous, ces expériences qu'on a pu avoir jusque-là, c'est ce qui nous a donné envie de nous engager dans cette démarche qu'on intitule donc Stratégie départementale culture publique et territoire, qu'on conduit avec le LUCA. Et je remercie au passage tous nos collègues directeurs, chefs de service, agents du département qui sont présents à ce webinaire. En gros, cette démarche, elle se nourrit de ce que j'évoquais comme des projets ponctuels et elle connaît un coup d'accélérateur. Finalement, elle arrive à un moment où, et là ça va parler évidemment à tout le monde, où les politiques culturelles départementales sont fragilisées dans un contexte de crise budgétaire. On a la chance en Seine-et-Marne d'avoir un président et une vice-présidente en charge de la culture qui ont tout de suite fait entendre leur voix sur l'importance de maintenir une politique culturelle forte. Le président du département a été très clair dès les premiers signaux de la crise budgétaire il y a un an maintenant. Et donc c'est dans ce contexte qu'on lance cette démarche qui a pour objectif effectivement de donner du sens à la politique culturelle dans l'ensemble de la politique des politiques départementales. Alors en même temps c'est une démarche qui ne part pas de rien, comme je le disais, et qui finalement nous amène à mettre en avant l'intérêt de travailler de façon transversale, en travaillant sur ce qui sont les freins finalement du travail en transversalité. Les freins, c'est le manque de temps. On est tous soumis à ça, et nos collègues du secteur social nous le disent en permanence, évidemment. C'est le manque d'interconnaissance. On ne connaît pas les enjeux de nos collègues, on les connaît mal, et on ne connaît pas nos collègues, ou on les connaît mal. Donc il y a ce frein du manque de connaissances et d'interconnaissance. Et puis, il y a le frein de la crainte de l'instrumentalisation. C'est une chose qu'on connaît bien dans les politiques culturelles. Je ne sais pas si nos collègues d'autres domaines ont cette même histoire, entre guillemets, mais la crainte de l'instrumentalisation dans les politiques culturelles, c'est quelque chose de très marquant. Une politique culturelle doit avoir son existence à part entière. Il ne doit pas être à la remorque d'autres politiques. Et ça, il faut vraiment faire tomber cette idée reçue. Oui, il faut une politique culturelle forte, mais c'est avec une politique culturelle forte qu'on pourra travailler les transversalités. Je pense que vous ne démentez pas à travers vos témoignages qu'on peut aborder sereinement et avec beaucoup de tranquillité, le travail en transversalité. Donc c'est ce qu'on essaye, nous, à travers cette démarche, de faire avancer. Voilà. Et puis au-delà de cette démarche, je pense qu'on a tous à nous poser ces questions-là. Nous, on s'engage aujourd'hui dans cette démarche. Elle est effectivement, elle intervient dans ce contexte, mais on a à la veille d'une possible un possible nouvel acte de décentralisation, à prendre conscience du potentiel considérable que les départements ont entre leurs mains, pouvoir conjuguer tous ces volets de politique publique, placer la culture
au cœur des politiques publiques. C'est une chance que les départements ont, une carte que les départements peuvent jouer dans un contexte où on a vraiment besoin de conforter les départements dans cette capacité d'action transversale. Voilà, je m'arrête là et je vais peut-être laisser Véronique Vaux, vice-présidente du département en charge de la culture et du patrimoine, conclure cet échange. Bien, bah écoutez, déjà, merci beaucoup à Marion Morel et Evelyne Leroy pour cette excellente présentation qui a été très claire, très détaillée. Vraiment, d'ailleurs, il y a eu très peu de questions puisque vous avez réussi à répondre à tout avant qu'on vous les pose. C'est vrai que c'est un travail, je constate que c'est un travail en transversalité, alors c'est une autre façon de travailler. C'est vrai que vous avez constitué des binômes, et ça, c'est très intéressant que chacun voit un peu le travail que fait l'autre, et c'est vrai que c'est riche, et ça ne peut être que bénéfique pour les bénéficiaires, quoi, pour les Français, enfin, du territoire où vous êtes. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire. Après, vous avez réussi aussi à faire des parcours en mettant en lumière vos établissements. Hein, vous n'êtes pas allé chercher des établissements extérieurs, vous avez déjà pris vos établissements. Donc ça permet également de rendre vos établissements plus attractifs, de les faire connaître, et puis de les faire connaître en général à d'autres, puisqu'après, il y a le bouche à oreille. Enfin, voilà, vous avez vraiment décliné une politique, je crois, comme on a envie. Hein, c'est ce qu'Hervé a dit. Je crois que ça doit être faisable. Vous l'avez fait. Voilà, il faut se mettre autour de la table, il faut réfléchir, il faut faire des réunions, comme vous dites, comme on a déjà commencé de faire. Ce qu'on a fait pour le sport aussi, puisque sport, culture et environnement, c'est souvent, comme vous dites, les compétences qui ne sont pas obligatoires et qu'on a envie vraiment de travailler en lien avec les compétences obligatoires, puisque c'est là où on sera plus fort. C'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, on est au début de notre démarche et j'y crois. Et merci encore beaucoup pour cette clarté. C'était vraiment très, très bien. Bravo. Et merci Cédric, parce que tu nous as proposé un webinaire de qualité. Eh bien, avec plaisir, Véronique. Merci, merci à toi. Merci encore une fois, Marion. Merci beaucoup, Evelyne, pour votre temps, parce qu'il a fallu préparer tout ça. Il a fallu trouver du temps dans un agenda qu'on a pas toujours hein, en ce moment. On a passé la rentrée, dans le post-rentrée, et on connaît ben voilà, cette période un peu chargée. Donc, merci pour la qualité de votre Et, présentation et Et pour je voulais juste rajouter à propos du transport, parce que c'est souvent le problème, c'est la grande difficulté du transport, que ce soit pour les personnes handicapées, les travailleurs, enfin pour tout le monde, c'est vraiment. Et que vous ayez dédié une enveloppe pour ça, c'est bien aussi. Merci. Alors justement, par rapport à ces éléments techniques, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est engagé à diffuser le support que vous nous avez partagé. Donc, on va l'envoyer à l'ensemble des participants inscrits, ainsi que ce webinaire hein, qui sera du coup rendu disponible sur le site de CultureCo et du Lucas en accès libre, bien entendu. Peut-être un moment aussi pour vous partager de l'information. N'hésitez pas à vous servir de la plateforme qu'on a mis en place hein, sur le site de CultureCo. On a un forum qui permet de poursuivre les échanges en ligne et de faire se relier les hommes et les femmes qui portent hein, ces politiques culturelles départementales, sociales et au-delà. N'hésitez pas à vous y connecter. N'hésitez pas aussi à consulter les communs du Lucas, autrement dit ces ressources que nous coproduisons au contact des territoires que nous accompagnons. Ces webinaires, bien sûr, mais il y a aussi des articles d'universitaires, il y a aussi des kits méthodologiques et des podcasts. Dernier élément, et c'est pas peu de le dire, alors on n'a pas fait exprès, mais ça tombe plutôt pas mal. On organise chez CultureCo une formation sur les enjeux de la transversalité des politiques culturelles et sociales. Ce sera le 14 et le 15 octobre prochain à Paris, et pour ça, vous pouvez contacter notre collègue à Mathilde et moi-même, donc Anouchka Liotier, formation@culture-co.fr. Il y a une petite coquille dans l'adresse mail. Voilà pour ces éléments. Un grand merci aux Bouches-du-Rhône. Un grand merci à chacune et à chacun. On vous souhaite du coup un bon appétit et une belle suite de journée. À très bientôt.